Parce qu'il n'y a pas de honte à être éveillé dans un monde qui dort au gaz. Nous sommes fiers d'être woke. Woke tant qu'il faudra avec Alexandre Dumas. Bonjour tout le monde, bienvenue à Woke tant qu'il faudra, votre revue woke de l'actualité. Édition du 25 octobre 2025. Grosse semaine. Dans la même semaine, j'ai appris que je suis commandité par La Presse, que je travaille avec Régis Labaume et Amir Kadir pour faire une campagne de peur fédéraliste, que je travaille pour le Parti libéral du Canada et pour le Parti libéral du Québec, et que je serai candidat pour Québec solidaire aux prochaines élections. J'ai pas perdu ma semaine. Alors justement, ne perdons pas notre temps. C'est parti. C'est arrivé cette semaine. L'indépendance stagne. Un sondage léger nous dit que l'appui à l'indépendance du Québec est à 35%. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, ça ressemble aux appuis au début de la campagne référendaire en 1995. Ce qui frappe, c'est que l'indépendance est présentement moins populaire que le Parti québécois, alors que ça a longtemps été l'inverse. Ça montre à quel point les appuis du PQ présentement sont surtout des gens qui cherchent une alternative à la CAQ. Et seulement 28% des répondants disent souhaiter un référendum d'ici 2030. Et c'est pas tellement surprenant. En 1995, le oui obtenait 49,4% des votes. Après un vote comme celui-là, logiquement, on aurait dû se demander comment aller chercher le 1 ou 2% qu'il nous manque pour avoir la majorité. Au Parti québécois, on s'est dit, il y a beaucoup trop de gens qui veulent un pays. Donc, on va en pousser quelques-uns dans le camp du non. Donc, on va faire une grosse campagne de peur sur l'islam, puis sur les minorités religieuses en général. On va dire que les gens qui portent des signes religieux ostentatoires ne respectent pas les valeurs québécoises. Après, on va attaquer les immigrants. On va dire que c'est l'immigration qui est responsable de tous les problèmes de la société. On va attaquer la gauche aussi. La gauche inclusive, antiraciste. On va dire que c'est des gens qui importent des concepts américains, des gens qui détestent la nation québécoise. Finalement, on va s'attaquer à la diversité de genre. On va s'attaquer aux pronoms non-genrés, aux toilettes mixtes. On va parler de l'idéologie de genre qui envahit nos écoles. On va voter contre l'émotion qui demande de lutter contre la transphobie. Ça devrait suffire à montrer que le pays qu'on veut construire, c'est pas pour tout le monde. Sérieusement, je ne comprends pas cette stratégie. Ou plutôt non, en fait, je la comprends très bien. L'objectif du Parti québécois, présentement, c'est pas de faire l'indépendance, c'est simplement de prendre le pouvoir. Puis pour ça, créer des ennemis, c'est une stratégie très efficace. La preuve, c'est qu'ils sont premiers dans les sondages. Mais clairement, c'est pas comme ça qu'on va atteindre le 50% plus 1. On reste dans les sondages. Il y a un sondage Somme la Presse qui nous apprend que 61% des Québécois sont en faveur de l'interdiction des prières dans les rues et dans les espaces publics. Sans grande surprise, c'est surtout populaire chez les 55 ans et plus, beaucoup moins chez les jeunes. En fait, les 18 à 24 ans sont majoritairement contre l'interdiction. Et l'interdiction est plus populaire chez les hommes que chez les femmes. Les interdictions sont toujours plus populaires chez les gens qui ne sont pas touchés. Même constat pour l'interdiction du port de signes religieux chez les éducatrices en garderie. Commentaire du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'il y a vraisemblablement un décalage entre le narratif comme quoi soulever la laïcité, ce serait épouvantable ou intolérant, et ce qu'en pense la population. Là. Je veux dire, ça veut dire également que notre consultation au sein de nos membres, avant de prendre certaines positions pour renforcer la laïcité, parce qu'on croit que ça génère de la paix sociale, davantage que l'exacerbation du religieux, cette position-là qu'on a validée auprès de nos membres, on pourrait faire le même exercice auprès de la population, puis on arriverait avec des fortes majorités. Donc, moi, j'en prends acte. Bon, comment je lui dirais bien ça? C'est pas parce qu'une majorité est d'accord pour discriminer une minorité que c'est pas de la discrimination. Ce qu'il appelle une exacerbation du religieux, en réalité, c'est simplement la visibilité d'une minorité religieuse. Donc, évidemment que c'est plus facile d'ordonner aux minorités religieuses de se cacher que de demander aux intolérants de les tolérer. Les femmes voilées sont beaucoup moins nombreuses au Québec que les gens à qui les voiles donnent des boutons. Si vous aviez fait un sondage en 1950 pour décriminaliser l'homosexualité, très probablement que vous auriez obtenu une forte majorité contre. Le fait que des hommes soient mis en prison pour avoir couché avec d'autres hommes n'aurait pas été moins épouvantable ou intolérant pour autant. Quand il est question des droits des minorités, l'appui de la majorité, ce n'est pas un argument. Ce qui est rassurant avec le sondage, par contre, c'est que c'est vraiment pas une priorité pour les répondants. On leur demandait d'identifier quelles devraient être les 3 priorités du gouvernement pendant la prochaine année.
Sans surprise, les 3 choix sont santé, éducation et logement. Je rappelle que le discours d'ouverture de François Legault ne promettait absolument rien pour l'éducation ni pour le logement. Mais il y a à peine 3% des répondants qui considèrent que les questions identitaires devraient être une priorité pour le gouvernement. Vous savez, ça me fait penser aux élections de 2014. Le Parti québécois de Pauline Marois avait déclenché les élections anticipées en espérant que le débat sur la Charte des valeurs leur permettrait d'obtenir une majorité. Pour rappel, à l'époque, il y avait plus de 60% des gens qui se disaient favorables à l'interdiction du port de signes religieux pour l'ensemble de la fonction publique. Mais finalement, c'est le Parti libéral de Philippe Couillard qui a remporté l'élection. Visiblement, il y avait d'autres enjeux plus importants que les employés de la SAQ qui portent un foulard. Et ça parle beaucoup. Ce qu'on comprend dans le fond, c'est que oui, les gens sont pour l'interdiction, mais pas au point de faire des sacrifices. Ça me rappelle l'épisode des Simpsons où les gens font une manifestation pour exiger une patrouille anti-ours, mais le lendemain, ils retournent manifester parce qu'ils se rendent compte que ça va leur coûter 5$ par semaine. Je pense qu'il faudrait modifier la question du sondage pour savoir à quel point les Québécois sont contre les prières de rue ou les éducatrices voilées. Êtes-vous d'accord, citoyens d'Alma et de Gaspé, pour payer 5$ par semaine pour interdire les prières dans les rues de Montréal? Je pense que les réponses changeraient un peu. Le même sondage nous dit que 47% des Québécois sont d'accord pour que le gouvernement restreigne l'utilisation des cotisations syndicales. Chez les 65 ans et plus, ça monte à 62%. Donc, les principaux partisans de la proposition, ce sont les personnes qui ne sont pas concernées, puisque les 65 ans et plus, en général, ne paient pas de cotisations puisqu'ils ne travaillent plus. Mais restons dans le dossier de la laïcité. Le gouvernement du Québec a annoncé l'intention d'interdire le port du voile aux éducatrices en garderie. La journaliste Mélanie Marquis de la Presse est allée à la rencontre d'éducatrices à la petite enfance pour tâter le pouls. Une éducatrice emploie le mot « trahison » pour qualifier la volonté du gouvernement Legault. Elle explique qu'elle est arrivée au Québec en 2011 comme immigrante qualifiée, donc c'est nous qui sommes allés la recruter. Et 14 ans plus tard, on change les règles du jeu et soudainement, elle devient une indésirable. Je cite la directrice du CPE du centre-ville, Sabine Tutelier de Perlongue. « À la base, la laïcité, c'est fait pour les fonctionnaires de l'État. À moins qu'on ait changé le modèle d'affaires des CPE, les éducatrices ne sont pas des fonctionnaires. » Présentement, il y a 5 éducatrices qui portent un voile dans son CPE. Elle a déjà de la difficulté à recruter, donc elle n'ose pas imaginer ce que ce sera si on lui ajoute une difficulté supplémentaire. 2 éducatrices rencontrées par Mélanie Marquis se sont dites prêtes à quitter leur emploi plutôt que de retirer leur voile sous la contrainte. Le ministre Jean-François Roberge nous dit qu'il va y avoir une clause grand-père, comme pour les écoles. Bon, c'était prévisible. Dans un contexte où on manque d'éducatrices, ça aurait été vraiment étonnant que le gouvernement nous annonce qu'il est prêt à congédier des dizaines d'éducatrices qui ont toujours très bien fait leur travail. Mais il y a 2 problèmes ici. Le premier, c'est que la clause grand-père, on devrait dire clause grand-mère en passant, puisque ce sont uniquement des femmes qui sont touchées. La clause grand-père, c'est une prison. Dans le cas des écoles, les enseignantes qui portent le voile ne peuvent pas accepter un nouveau poste, elles ne peuvent pas changer d'école, sinon elles perdent leurs droits acquis. Donc, elles restent où elles sont présentement ou elles changent de métier. C'est contre cette obligation que la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, se bat en Cour suprême présentement. Le deuxième problème, c'est que la loi envoie quand même le signal que les femmes qui portent le voile sont des indésirables. Le message, c'est qu'on les tolère parce qu'on n'a pas le choix, mais on préférerait s'en passer. Et ça, c'est documenté. La loi 21 a eu des conséquences négatives sur les femmes musulmanes qui bénéficient de la clause grand-père dans le système d'éducation. Anna Zayani et Ali Adam, entre autres, ont produit des mémoires de maîtrise qui détaillent les tensions et l'anxiété vécues non seulement par les enseignantes, mais aussi par les mères maghrébines dans le système d'éducation, parce que la loi 21 a décomplexé les intolérances. Donc, on peut prévoir que les éducatrices vont aussi avoir la vie plus difficile à partir du moment où la loi sera adoptée, clause grand-père ou non, et tout ça au nom d'une pseudo-laïcité. Là, c'est le moment de la partie un peu plus académique du balado, où je sors mon chapeau de professeur. On emploie très mal le mot laïcité au Québec. En fait, on confond la laïcité et la sécularisation. La laïcité, ça concerne l'État, la séparation entre le politique et le religieux, la neutralité religieuse de l'État. À la fin des années 90 au Québec, on a déconfessionnalisé les commissions scolaires. Avant, on avait les commissions scolaires catholiques et protestantes.
Maintenant, on a les commissions scolaires francophones et anglophones. Ensuite, on a aboli l'enseignement religieux. On l'a remplacé par le cours éthique et culture religieuse. À partir de là, la laïcité était déjà un fait accompli parce que l'État ne favorisait plus aucune religion au détriment d'une autre. Et tous les citoyens pouvaient pratiquer la religion de leur choix sans discrimination aucune. Donc un État laïque. Maintenant, la sécularisation. C'est l'évacuation de la religion de l'espace public et de la société en général. Faire disparaître toute trace de religion de l'espace public, par exemple en exigeant des éducatrices ou des enseignantes qu'elles retirent leur voile pour travailler, ce n'est pas de la laïcité, parce qu'elle ne représente pas le gouvernement, c'est de la sécularisation. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire la distinction entre les deux? Parce que la laïcité doit forcément venir de l'État, parce que c'est l'État qui devient laïque. Mais la sécularisation, dans la plupart des sociétés, ça se fait de façon consensuelle. Ce n'est pas le gouvernement qui impose le retrait du religieux. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que quand il est question de religieux, on ne peut pas imposer ni dans un sens ni dans l'autre. La Turquie, l'Iran par exemple, ce sont deux pays qui ont tenté d'imposer la sécularisation par le haut, et aujourd'hui, ce sont deux pays qui sont dirigés par des islamistes. Le Québec est un autre bon exemple. La religion était omniprésente dans nos vies, dans notre éducation, et pourtant, à un moment, on a décidé de l'abandonner. Ce ne sont pas des lois qui nous ont forcés à quitter l'Église, par exemple. C'est vraiment la volonté de la population. Laissez les femmes voilées tranquilles, laissez-les s'intégrer, traitez-les comme n'importe quelle autre citoyenne, et c'est très probable qu'elles finissent par enlever leur voile d'elles-mêmes. Essayez de les obliger à enlever leur voile, elles vont s'y accrocher encore plus. Pour résumer, la laïcité, ça se fait par le haut, la sécularisation, ça se fait par le bas. Reprise des travaux parlementaires. Mardi, c'était la première période de questions de la session. Je ne reviendrai pas trop souvent sur la période de questions parce que c'est tellement un exercice stérile. Ça dure 45 minutes et c'est désagréable. Les libéraux ont posé des questions sur les ratés de la numérisation en santé, en particulier le fait que nos données soient gérées par une entreprise américaine. François Legault a esquivé assez habilement. Oui, Madame la Présidente, d'abord, je suis surpris de voir que la chef de l'opposition nous parle de souveraineté, alors que son chef ce matin, Pablo Rodriguez, a dit qu'il voulait signer la Constitution du Canada. Imaginez-vous, Mesdames et Messieurs, Pablo Rodriguez a dit qu'il voulait signer la Constitution du Canada. En bas de Robert Bourassa, en bas de Jean Charest, en bas de Philippe Couillard, il veut signer la Constitution du Canada. Ah! Il fallait voir le sourire satisfait de Simon-Jolin Barrette puis de François Jacques derrière lui, là, qui étaient tout fiers de la réplique de leur chef. Ah oui, ça c'est bien répondu. Une bonne réplique hors sujet. M. Jolin Barrette en a même rajouté, là, en mimant la main qui signe, là, pour qu'on comprenne bien. On savait déjà que le projet de Constitution québécoise, ou Constitution, comme dit M. Legault, c'est un écran de fumée, puis que ça allait servir de diversion, ben voilà, c'est commencé. On vient à peine de commencer la session, puis déjà la présidente de l'Assemblée nationale doit constamment rappeler les députés à l'ordre. La Constitution du Québec doit être pensée par et pour le peuple québécois, pas lui être imposée. C'est pourquoi je laisse aujourd'hui toute partisanerie de côté et je m'adresse de Québécois à Québécois. Madame la Présidente. Attendez, je veux que vous conserviez votre droit de parole. Article 32, c'est bon pour vous également, et 37. 37. Quand la présidente se lève, on garde le silence. Et puis, de façon générale, article 32, vous gardez le silence. Maintenant, monsieur le député, je vais entendre votre question. Poursuivez. Oh, que c'est pas édifiant. Mais je veux pas lancer la pierre aux caquistes parce que des fois, quand c'est le gouvernement qui parle, ça donne le même résultat. Madame la Présidente, c'est pas notre Constitution. C'est la Constitution de tous les Québécois, Madame la Présidente. De tous les groupes parlementaires, des Québécoises et des Québécois, Madame la Et attendez, monsieur le leader. Alors, je dois vous répéter l'article 32 et l'article 37. Je vous entends, monsieur le député de Gouin, je vous entends super fort, monsieur le député. Alors, j'aimerais entendre la réponse. Gardez tous le silence. C'est une question de respect. Au même titre où nous écoutions la question, je vais entendre la réponse. Merci. Alors, au moins 5 fois, la présidente a dû rappeler aux ministres de la CAQ qui doivent s'adresser à la présidente et non aux députés d'opposition. Je pense que c'est Nathalie Roy qui devrait être ministre de l'Éducation. Visiblement, elle a pris une bonne expérience avec les enfants turbulents. Il y a aussi eu un moment un peu surréaliste pendant la période de questions.
Le Parti québécois avait droit à 2 questions, mais en avait préparé seulement une. Donc, après un peu de tergiversation, avec tout le monde qui se demandait quoi faire, c'est Québec solidaire qui a hérité d'une question supplémentaire, et on a encore parlé de Constitution. Ce qui amène au faux scandale de la semaine. Pablo Rodriguez a dit souhaiter qu'un jour, le Québec signe la Constitution canadienne. Alors, d'abord, félicitations à M. Rodriguez qui a réussi à faire parler de lui, ça arrive pas souvent. Si vous me posez la question, je vais vous répondre que je ne suis pas d'accord. Mais j'ai aussi envie de dire, comme Ovid Plouffe, tu savais comme c'est pas important. Qu'on soit pour ou contre, à quel point c'est pas un vrai enjeu qu'on signe ou non la Constitution canadienne. C'est pas ça qui va régler la crise du logement ou qui va l'empirer. C'est pas ça qui va ramener des enseignants ou des éducatrices dans le système. C'est pas ça qui va nous protéger contre la crise climatique. C'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Les gouvernements québécois des 30 dernières années ont tout fait pour réduire nos revenus en baissant les impôts et pour affaiblir le système en coupant périodiquement dans les services, la santé, l'éducation. C'est pas le fédéral qui nous a obligés à faire ça. Le fédéral a beaucoup de défauts, moi aussi j'aimerais qu'on soit indépendant, mais c'est pas Ottawa qui est responsable de la mauvaise gestion des gouvernements à Québec ou de nos mauvais choix de priorité. Donc, pour paraphraser Bernard Drinville, lâchez-moi avec la Constitution. Dites-moi comment vous allez sortir les gens de la rue, c'est ça que je veux entendre. Élection américaine. En novembre, le New Jersey et la Virginie vont élire leur nouveau gouverneur, leur nouveau Sénat, leur nouvelle Chambre des représentants. J'ai appris cette semaine que la Virginie est le seul État américain qui interdit les mandats consécutifs pour un gouverneur. C'est un mandat de 4 ans, après au revoir. C'est quand même intéressant, on devrait peut-être envisager ça ici. Les élections de Virginie sont à suivre, parce que le droit à l'avortement est un enjeu majeur. La Virginie, c'est le dernier État du sud des États-Unis à encore vraiment protéger le droit à l'avortement. D'un côté, on a les démocrates qui voudraient enchasser le droit à l'avortement dans la constitution de l'État, et ça c'est très compliqué. Premièrement, la Chambre des représentants et le Sénat doivent approuver l'amendement 2 fois, avec une élection générale entre les deux. Présentement, ce sont les démocrates qui dirigent la Chambre des représentants et le Sénat, donc le premier vote a été pris. Alors, il faudrait que les démocrates gardent le contrôle de la Chambre et du Sénat aux élections de novembre pour que le deuxième vote puisse avoir lieu. Et une fois les 2 votes approuvés, ça prend un référendum. En face des démocrates, la candidate républicaine pour le poste de gouverneur, Winsome Earl Sears, a déjà comparé l'avortement à un génocide. Donc ça vous donne une idée de sa position. Présentement, il y a 12 États américains où l'avortement est criminel. Ça va du Dakota du Nord, qui punit les médecins qui pratiquent un avortement avec un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans ou une amende de 10 000 $, à l'Alabama, où pratiquer un avortement est punissable d'un minimum de 10 ans de prison jusqu'à 99 ans. Dans la plupart des États, c'est seulement le fait de pratiquer une interruption de grossesse qui est punissable par la loi. Par contre, en Idaho, au Dakota du Sud, au Wyoming et en Utah, la mère peut aussi être passible d'emprisonnement. En Utah, une femme qui interrompt sa grossesse peut être emprisonnée jusqu'à 15 ans. C'est à côté de chez nous, ça. C'est quand même curieux que les gens qui disent s'inquiéter du sort des femmes afghanes ou iraniennes aient rarement quelque chose à dire sur le sort des femmes américaines. Toujours sur la scène internationale, le Japon a élu sa première ministre, Sanae Takaichi. C'est un plafond de verre qui éclate, mais comme c'est souvent le cas quand une première femme est élue chef d'État ou chef de gouvernement d'un pays, c'est une femme conservatrice, pour ne pas dire ultra-conservatrice dans son cas, donc il ne faut pas s'attendre à une grande évolution au niveau de la condition féminine. Sanae Takaichi est une admiratrice de Margaret Thatcher. C'est une politicienne de carrière, elle a été élue pour la première fois en 1993, donc il y a 32 ans. Son discours est violemment anti-immigration, quelle surprise. Elle est en faveur d'un encadrement strict des médias pour limiter la critique envers le gouvernement, et ce n'est pas vraiment une féministe, bien au contraire. Elle s'est opposée à la loi permettant aux femmes mariées de garder leur nom de famille, ça vous donne une idée. Elle s'oppose à une révision de la loi de la maison impériale pour permettre à une femme de devenir impératrice du Japon. Elle s'oppose aussi à la légalisation du mariage homosexuel, qui n'est toujours pas légal au Japon aujourd'hui. Mais ça va être une très bonne interlocutrice lorsque le fasciste de la Maison-Blanche va visiter le Japon la semaine prochaine. D'un côté, elle souhaite renforcer les liens entre le Japon et les États-Unis, mais de l'autre, elle s'est jamais privée de critiquer la politique tarifaire de son homologue américain. Donc, ça pourrait être une rencontre intéressante.
Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Samedi prochain, je serai accompagné de la conteuse féministe Valérie Deschamps qui va décortiquer l'actualité de la semaine avec moi. On se dit à la semaine prochaine. Je vous promets de rester woke tant qu'il faudra. Pour entendre la version complète de ce balado, abonnez-vous sur Patreon. Woke tant qu'il faudra. Recherche et animation, Alexandre Dumas. Photographie, Marie Photo. Conception visuelle, Kathleen Bélanger. Musique originale, Francis Larouche. Avec la voix de Valérie Deschamps.